Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous savoir tous nombreux à regarder Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. C'est la matinale de l'information avec les déficients visuels ayant arboré le maillot vert, rouge et jaune du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations de football CC-Foot du 16 au 26 octobre, qui entend donc manifester ce lundi devant le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ils réclament leur prime de participation. Yoweri Museveni relance les négociations en vue d'une solution de sortie des crises au Burundi. Tout autour du président ougandais, l'opposition et le parti au pouvoir. C'est demain mardi certainement que Rorma Christian Kaboré sera investi comme président démocratiquement élu au Burkina Faso depuis le règne de Blaise Compaoré. Il arrive à un moment où il a une patate chaude à gérer. Ces ex-soldats du régiment spécial de la sécurité présidentielle qui auraient fomenté un coup pour libérer Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Nous parlons également, bien évidemment, du Washington Post, qui vient de rendre public un rapport selon lequel, en 2015, 965 Noirs ont été abattus par la police. Déjà samedi, c'est un policier un policier de Chicago, bien évidemment, qui abattait de sang-froid un Noir et tuant accidentellement une mère de 5 enfants. Voilà pour le sommaire, les commentaires ainsi que les analyses avec nos spécialistes. Et ce matin, un invité de marque, Jean-Marie Kassamba, qui est président directeur général des Télé 50. C'est une chaîne de télévision qui a pignon sur rue en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup, très heureux d'être avec vous. Alors, c'est la toute première fois que vous assistez à cette matinale de l'information. C'est la première fois que vous arrivez à Canal Info. Déjà, à première analyse, comment vous trouvez la chaîne? Mais je suis plus que content, impressionné d'abord de l'organisation, parce que on croirait seulement que c'est en Europe, aux États-Unis, où il y a des plateaux de télévision aussi aseptisés, je dirais propres, avec des professionnels. Et la surprise détail, c'est que je retrouve ici l'un de mes amis, un très bon journaliste, d'ailleurs qui avait pris le relais à Télé-Sud, lorsque j'étais à Télé-Sud. Je l'appelle toujours mon fils parce qu'il a à la fois le style et je dirais moi la compétence qu'il faut pour faire ce travail. Eli Smith, que tout le monde connaît par sa diction, son accent. Sa poigne. Et surtout sa poigne, il est très incisif. C'est un journaliste pertinent. Voilà. Et impertinent en même temps. Alors, Eli Smith, bonjour. Bonjour, lui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir en face de vous un collaborateur, en même temps peut-être un supérieur hiérarchique? Ça fait quand même chaud au corps. Oui, moi c'est extraordinaire, c'est comme un cadeau que j'ai eu parce que je ne m'entendais pas avoir M. Jean-Marie Kassamba. Vous savez, j'ai connu Jean-Marie Kassamba depuis, c'est un mentor. Il est connu à Paris, il faisait une émission sur Télé-Sud qu'on appelle la JMC Kassamba Today. GMK Today. Et que quand il est parti, c'est moi qui... Vous savez, c'est pas facile de remplacer quelqu'un qui est très grand, qui est mieux connu. Donc, je suis content de l'avoir devant moi et je ne sais pas quoi dire. Hein. Voilà. Ça nous fait également plaisir d'avoir sur ce plateau d'importantes personnalités. Alors, Patrick Issando, bonjour. Bonjour Louis Loger, bonjour à Eli, bonjour à M. Jean-Marie Kassamba, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Alors, on va tout de suite commencer cette matinale de l'information par le Cameroun, avec ces déficients visuels qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations de football CC-Foot. C'était du 16 au 26 octobre dernier et qui jusqu'à présent n'ont pas reçu leur prime de participation. Alors pour vous qui suivez le Cameroun de l'extérieur, Jean-Marie Kassamba, comment analysez-vous une telle situation depuis le mois d'octobre? Une équipe nationale qui a défendu les couleurs de toute une nation qui n'arrive pas à bénéficier des primes de participation. Bon, écoutez, d'abord, nous sommes souvent très malheureux de constater la déchéance de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions confiés à la fierté de notre continent pendant très longtemps.
Nous, depuis Paris, nous voyons les Roger Milla, les Patrick Boma, tous ces grands joueurs africains. Parce que pour nous, les Cameroun, c'est l'Afrique. C'est le professionnalisme, c'est des grands joueurs. Aujourd'hui, les Lions ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Les Lions ont été mangés à plusieurs reprises par des petites équipes. Et le manque de moyens pour les équipes nationales en Afrique, c'est caractéristique de beaucoup de pays. Pas seulement ici au Cameroun. Si vous voyez ce qui s'est passé à la fois au Togo, ce qui s'est passé même en RDC, à plusieurs reprises, l'équipe nationale n'a pas pu voyager parce qu'il manquait des moyens pour que cette équipe voyage. Si vous voyez ce qui se passe même au Congo-Brazzaville, il y a même un certain moment, l'équipe a été déclarée forfait parce qu'il n'y avait pas de prime. La dernière CAN, par exemple, vous avez vu que certaines équipes n'ont pas pu avoir leur prime. La Côte d'Ivoire, rappelez-vous, ils ont gagné la CAN, mais rentrés au pays, les ministres se sont disputés les primes des joueurs. Donc ce n'est pas une situation spécifiquement camerounaise, mais ça nous désole de la manière dont parfois il y a un mélange de genres entre l'État, les ministres, même je dirais la fédération, n'arrive pas à faire le distinguo entre ce qui revient aux joueurs et ce qui revient au staff dirigeant. Mais surtout dans ce cas spécifique, ce sont des déficients visuels. Oui. Ils ne voient même pas, ils ont participé et le Cameroun a été éliminé en finale. Oui. On s'attendait qu'avec cette position, ce classement honorable, quand même que cela puisse faciliter le déblocage de cette somme, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. La difficulté, c'est que parfois on fait recours au chef de l'État, alors que ça doit être géré au niveau des ministères, au niveau des fédérations, au niveau même des coachs des joueurs. On ne prévoit jamais rien avant. Tout est fait dans la précipitation et conclusion, vous arrivez, vous trouvez que les joueurs n'arrivent même pas à toucher l'air dû parce qu'il y a souvent des gens qui se servent avant les vrais professionnels. Alors, Elie Smith, c'est une situation regrettable, on peut le dire. Oui, c'est regrettable, mais j'aurais appris aujourd'hui sur Radio Balafon que le délégué de gouvernement de Douala a dit que ça n'avait rien à voir avec le ministère des Sports et qu'il avait déjà payé 750 000 à chaque joueur. Et chaque joueur qui a eu 750 000, le staff médical a eu 250 000 chacun. À entendre ce que on a dit sur Radio Balafon, une radio très populaire dans la ville de Douala, ça veut dire pour eux, ils ne voudraient pas que les joueurs déficients visuels aillent manifester devant le ministère des Sports. Bon, on ne peut pas aussi avoir un pays où le président est le roi, c'est lui qui doit décider tout. Ça montre que c'est un système qui n'est pas un bon système parce que le problème qui est arrivé est que le ministre des Sports a promis dans son discours qu'il va leur donner quelque chose et maintenant on dit que c'est toujours sur Balafon. J'aurais appris que ce n'était que des promesses de l'enthousiasme et que dans ce discours il avait beaucoup parlé de CERAC dans l'association de Madame Paul Biya. Donc je pense que voilà un peu ce qui se passe, mais c'est quand même désolant que chaque fois c'est le président qui doit intervenir. Et moi j'ai une impression que c'est le président aussi qui le fait parce qu'il voudrait qu'il soit toujours le plus bon de tous les Camerounais. Le dernier rempart, la personne qu'on a toujours sollicité à la dernière minute. Exactement. Pour régler les problèmes parfois les plus infimes. Alors, Patrick Christian, d'abord, vous avez piloté ce projet pour le compte de notre chaîne de télévision. Alors, si aujourd'hui on se rend compte que les joueurs n'ont pas été payés, même sur le délégué du gouvernement, si je m'en tiens à ce que Elie Smith vient de dire, affirme avoir donné 750 000 à chaque joueur, l'information est tout de même fondée. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, cette organisation qui nous a semblé très belle, ce tournoi qui a été apprécié de tous, même de ceux qui sont venus de l'étranger, finalement nous donnait l'impression que c'était trop beau pour être vrai. Il fallait vraiment que quelque chose se passe pour qu'on revienne sur les réalités de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a toujours un ingrédient qui vient gâcher une fête qui apparemment a tous les ingrédients pour être une très belle fête. Effectivement, c'est Seafoot, l'organisation de cette compétition, de cette CAN, la toute première en Afrique, s'est tenue dans des conditions remarquables. Tout au moins, on était émerveillés quand on a vu le terrain sur lequel cette compétition s'est jouée ici à Bepanda, c'est un quartier de la ville à Douala. On a vu la mobilisation des équipes étrangères et on a vu la prestation de haut vol de cette équipe nationale camerounaise. Certes, ce sont des malvoyants,
mais on a ressenti une espèce de fibre, un patriotisme qui a retrouvé des éléments de fondation dans la prestation de ces compatriotes-là. Et après, on s'est bien demandé ce qui en allait arriver. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les préparations et l'organisation budgétaire, il y avait quand même, avant cette organisation, pour avoir suivi un peu le dossier de la communication, en tout cas pour notre chaîne, jusque là où cela a été permis, il n'y avait pas une implication réelle en amont du ministère des Sports. Donc, ce qu'il faut reconnaître en toute sincérité, c'est que sur le plan budgétaire, cette compétition n'était pas entrée dans les programmations du ministère des Sports. Donc, on n'envisageait même pas voir l'équipe. Au-delà même de l'envisager en finale, elle n'était même pas dans les plans du ministère des Sports. C'est-à-dire que c'est une compétition qui donnait l'impression d'être organisée par des particuliers. Il y a une association derrière l'engagement de ces jeunes. La pratique du football par les malvoyants. Et il me semble que c'était une organisation qui a été décrochée de haut vol. Parce qu'il faut bien le reconnaître, la communauté urbaine de Douala a été impliquée et que derrière ça, il y a une association qui avait donné toute son énergie pour que cette compétition revienne au Cameroun. Bien évidemment, quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, il était important que l'État du Cameroun et le ministère finalement prennent le devant. Mais malheureusement, les questions des primes et autres n'avaient pas fait l'objet d'une étude préalable. Et il me semble que les 750 000 francs que le délégué évoque, c'est certainement ce qui a été prévu par le comité d'organisation restreint quand l'affaire n'avait pas encore pris finalement un relais national. Et aujourd'hui, malheureusement, le ministre des Sports a fait une promesse. Et il a fait une promesse devant tout le monde. Et 3 mois après, on se retrouve dans un état de non-respect de cette promesse. C'est la parole d'une institution de la République et c'est l'image du pays qui est prise en otage par une promesse qui n'est pas respectée. Et voyez-vous, même si ces jeunes gens ont reçu 750 000 de la part du délégué du gouvernement, mais ce n'est pas au délégué de payer des primes à une équipe qui porte le label national. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais l'image du pays ne se limite pas à la communauté urbaine de Douala. Et donc, dans ce contexte-là, pour vous dire, hein, ils sont passés à l'œuvre. À l'instant, quelques images nous arrivent où ils sont en train de gréver. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas droit à notre argent. Voilà pour le message particulier que j'ai retenu des pancartes de ces jeunes compatriotes. Donc, on a l'impression finalement que la honte n'a plus de limite dans notre pays. Malheureusement, on se retrouve dans un état de situation et qu'à chaque fois, il faut gréver pour rentrer dans ces trois. On répète et finalement, on a l'impression véritablement que les mêmes causes produisent les mêmes effets sans qu'on ait la capacité de tirer des leçons ou d'améliorer par rapport aux effets déjà négatifs. Vous avez vu, monsieur, tout à l'heure, nous évoquait cette aura des lions indomptables. Toute, on va dire, toute compétition confondue ou bien discipline confondue. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et ça n'est pas faute d'avoir du talent. C'est surtout parce que dans la gestion, le management de ce talent-là, on a des sérieuses difficultés. Mais on ne tire pas les leçons, malheureusement. Je voudrais tout de suite, à votre permission, que nous rendons du côté du Burundi, où Pierre Nkurunziza va certainement accepter que ce dialogue tant attendu là puisse quand même avoir lieu, puisque Yoweri Museveni a décidé donc ce matin de relancer avec ce dialogue qui mettra autour de la table l'opposition et le parti, bien évidemment le parti au pouvoir. Alors Jean-Marie Kassamba, c'est une actualité que vous suivez également du côté de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes sûr que ce dialogue qui est annoncé pour ce jour pourra véritablement se tenir et avoir une issue assez favorable pour une sortie de crise au Burundi? Bon, moi je pense que la situation du Burundi nécessite quand même qu'on puisse en parler avec beaucoup d'honnêteté. Les gens ne disent pas suffisamment ce qui se passe au Burundi. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'une stratégie de protection des minorités. Aujourd'hui, Pierre Nkurunziza est Hutu. Il dirige un pays à majorité Hutu, comme au Rwanda d'ailleurs. Et il y a une espèce de projet que personne n'ose dire, qui consiste à dire toute cette région doit être dirigée par les Tutsis. Et parce que les Tutsis sont protégés par la communauté internationale, il faut absolument en finir avec un président Hutu. Donc, l'histoire des troisième mandats, c'est une fausse histoire. Pourquoi? Parce que les accords d'Arusha, ce n'est pas la Constitution.
Nkurunziza n'a eu qu'un seul mandat. Donc, celui-ci, c'est un deuxième mandat. Lorsqu'il a été élu par ses compatriotes, il est dans son second mandat. Et donc, comme il est Hutu, les autres ne veulent pas accepter qu'il puisse tenir tête à ceux qui font des présidents sur le continent. Et c'est pour cela qu'il y a cet acharnement. Vous allez voir que ceux qui arment les jeunes gens qui attaquent les camps militaires dans Bujumbura, etc., ce n'est pas des Burundais eux-mêmes, c'est la sous-région, c'est les lobbyistes, etc. Museveni lui-même, il est pro-Tutsi. Donc, le dialogue, il est biaisé. C'est un peu dans le cas de Museveni, qui était en même temps médiateur dans notre situation, nous, la RDC, mais qui a hébergé aussi la M23 chez lui. Donc, ça va, c'est déjà un dialogue qui est biaisé, parce que contrairement au dialogue d'Arusha, c'était quand même assez clair qu'il y avait la rébellion, CNDD qui est au pouvoir aujourd'hui, avec à l'époque des Tutsis qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, il ne va pas y avoir grand-chose, parce que la première chose, il n'y a pas d'argent. L'Union africaine à qui on a demandé un peu d'argent pour ceci, il n'a pas d'argent, il ne va pas donner d'argent. Deuxièmement, la majorité Hutu ne veut pas accepter qu'on lui impose un schéma qui va conduire à ces dominations-là. Et troisièmement, Nkurunziza pense qu'il est dans son bon droit d'être un président élu régulièrement. Et comme c'est quelqu'un qui donne aussi des troupes à l'ONU pour le maintien de la paix, etc., ça va être compliqué. Donc ce sont des accords, un dialogue qui va traîner en longueur, et puis vous allez voir que la petite rébellion qui a commencé va commencer à tirer un peu dans la Bujumbura rurale, etc. Ça ne va pas avoir une issue favorable. Alors, Elie Smith, un discours contraire par rapport à vos prises de position sur ce plateau lorsqu'on parle de la situation de Burundi. Oui, le problème du Burundi, je comprends bien ce que Jean-Marie Kassamba est en train de dire. Il a fait dans son bon droit, mais je pense que les Africains doivent apprendre à respecter la parole donnée, respecter la Constitution. Quand il dit que ce n'est pas la Constitution, mais c'est grâce à cet accord de Arusha qui a permis qu'il devienne président de la République. Il fallait qu'il respecte. Et deuxièmement, je pense que Pierre Nkurunziza, quel qu'en soit le cas, moi je crois qu'il va avoir le même sort comme Laurent Gbagbo. Quand vous êtes contre la communauté internationale, vous n'avez pas le soutien de la sous-région. Je pense, et quand Pierre Nkurunziza est un président qui tue des gens, son allié qui lui soutenait, c'était Jakaya Kikwete. Jakaya Kikwete est parti. Donc nous allons voir ce qui va se passer. Donc je pense que je comprends très bien. Et il fait le chantage. Oui, je comprends le fait qu'il donne les troupes aux Nations Unies ou à l'Union africaine. Je crois en particulier en Somalie. Ça fait qu'il fait le chantage. Je pense que si le Burundi a les problèmes aujourd'hui, c'est la responsabilité de Pierre Nkurunziza. Et je pense que Pierre Nkurunziza veut transformer un problème ethnique. Je ne pense pas que ça soit un problème ethnique parce que tous les Burundais veulent le changement. Le seul problème que la communauté internationale veut en ce qui concerne le Burundi, c'est le respect de la Constitution. Un président qui tue M. Jean-Marie Kassamba, qui tue sa population, qui organise le génocide, n'est pas un président à tolérer. Alors Jean-Marie voudrait rebondir. Oui, très sincèrement, je suis pas offusqué, mais ça me choque que nous, Africains, quelquefois, on relaie les discours des faiseurs de présidents sur le continent. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Burundi, c'est quoi? C'est tout simplement, je viens de vous le dire, c'est une question de respecter les textes. Mais au Rwanda, on respecte quel texte? Depuis 1994, voici un président, enfin, il a été président avant les autres. C'est-à-dire, il est venu chef de guerre, etc. Il a installé un Hutu, appelé à l'époque, un Hutu, Bizimungu, qu'il a enlevé aussitôt, quand Bizimungu n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Et depuis, il est là, à la tête du Rwanda, et personne ne bronche. Il vient de changer la constitution, et au vu... Au-dessus de tout le monde. Oui, mais personne ne condamne. La même chose s'est produit au Congo-Brazzaville. Museveni lui-même a fait exactement ce que Elie Smith est en train de condamner aujourd'hui. Mais dans le cas du Burundi, qui arme les jeunes gens qui attaquent les camps? Et on a même tué un des collaborateurs de Nkurunziza lui-même. Il y a les gens qui ont des grenades, qui attaquent la population, etc. Des roquettes. Comment Nkurunziza va tuer la population lorsque, si cette population est inoffensive,
n'attaque pas les militaires, n'est pas manipulé, etc., ben, la situation, il faut manifester pacifiquement dans la rue, ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe au Burundi? Je l'ai dit tout à l'heure, ça gêne certains faiseurs de roi lorsqu'on dit qu'il y a une minorité qui a envie de régenter la sous-région et que toute thèse qui consisterait à dire faisons le contraire est contre. Mais Gbagbo, dans les cas d'espèce, aujourd'hui, l'histoire donne raison. Gbagbo, on nous a présenté Ouattara comme celui qui a gagné, c'est Ouattara, celui qui apporte la paix et le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a la réconciliation nationale? Non, on vient d'assister à une parodie d'élection en Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas en Guinée-Conakry. Donc non, il faut qu'on ait quand même parfois l'honnêteté intellectuelle de constater que on est en train de transformer notre continent comme dans les années 80-90 comme un terrain de jeu. La Chine arrive avec des milliards pour développer l'Afrique. Ceux qui n'ont pas des milliards mais ont l'influence certaine pour changer les régimes sont en train d'utiliser le troisième mandat, la constitution, les textes, tout ceci pour distraire la population, distraire les Africains pour qu'ils puissent empêcher leur continent de se développer. Alors, Patrick Christian Dobo, est-ce que ce dialogue-là qui s'ouvre ce jour du côté d'Entebbe va permettre à ce que l'on retrouve la paix, la stabilité, le calme au Burundi? Ben écoutez, lui, Roger, si ça pouvait être le cas, nous n'en serions que finalement reconfortés. Et j'aime bien entendre le discours de Jean-Marie Kassamba quand il évoque un certain nombre de réalités que nous avons d'ailleurs souvent évoquées ici. N'en déplaise à Elie, non pas pour dire que les arguments de Elie ne sont pas pertinents. C'est vrai qu'on a beau être pro-africain ou pro-occidental, il y a d'abord une question du respect de la vie humaine. Et quel que soit le camp, quand on regarde quand même les massacres qu'il y a au Burundi, on peut s'inquiéter, on va regarder. Mais ce premier regard, me semble-t-il, serait superficiel si on ne va pas en profondeur. Parce qu'il serait trop facile de regarder là où on a chuté, plutôt que de regarder là où on a fait finalement, on a eu un obstacle qui nous a fait trébucher. Et c'est là que je rejoins, et d'ailleurs ça a toujours été ma ligne de défense ici sur la question du Burundi, que cette histoire du Burundi ne peut pas être regardée avec un regard superficiel. Il y a des causes plus profondes. Voilà peut-être un élément ethnique qu'on peut comprendre avec un peu plus de pertinence au regard de la proximité quand même que la RDC a et forcément du traitement que je suppose que sa chaîne fait de cette actualité-là, avec récurrence et forcément des envoyés spéciaux sur le terrain. Et n'oubliez pas qu'il y a une histoire quand même entre le Burundi et la RDC au niveau de ces échanges et finalement de ces populations sur le plan ethnique. Alors ce que nous disons et que nous avons souvent soutenu, c'est que dans la question burundaise, il y a quand même des interrogations sans réponse. Oui, Nkurunziza, c'est un président voyou, comme Elie nous le dit souvent. Il tue ses populations, oui. Mais on avait d'abord une inquiétude. Ceux qui attaquent à coups de roquettes, de lance-grenades et ainsi de suite, ils sont où? On avait déjà la difficulté à les identifier. Il y a quelques jours, officiellement, une rébellion s'est déclarée. D'accord, c'est déjà bien. On sait qu'en face, on a des interlocuteurs avec qui on peut discuter. Mais pendant près de 3 mois, on n'en avait pas. Tout au moins pendant qu'on a eu des violences depuis la déclaration ou l'intention de Nkurunziza de se représenter, on n'avait pas d'interlocuteur. Mais les violences venaient des deux camps. Et aujourd'hui, la médiation qui semble être poussée tout azimut par la communauté internationale, cette même médiation-là aurait pu être faite en amont. On a laissé une situation pourrie pour avoir l'argumentaire de l'intervention ou alors l'argumentaire pour calquer le Burundi d'une situation aussi négative que celle qu'on a aujourd'hui. L'Union africaine qui entend envoyer des troupes, elle va le faire avec quels moyens? Et qui va donner ces troupes? On posait la question ici, là. Les Nations Unies en Belgique, on a vu le jeu de la Belgique qui subitement devient celle qui défend tellement les droits. Mais à côté, ça se passe en sourdine du côté du Rwanda. Et tout le monde le constate. Ce n'est pas moi qui le dis. Et on ne dit rien. Voilà l'Ouganda aujourd'hui qui relance cette concertation. D'accord, on aura la concertation aujourd'hui à Entebbe. Mais même les autorités ougandaises ont dit que ce n'est que pour les préliminaires. Tout le monde ira à Arusha. On veut peut-être à travers Arusha, la symbolique, retrouver. J'espère que cette accalmie viendra. Mais je dis et je répète que la situation du Burundi nous pose beaucoup plus de questions qu'elle ne présente. Est-ce qu'on va se limiter à juger le cas Nkurunziza
sans examiner exactement tous les acteurs et leurs responsabilités dans tous ces crimes qu'il y a au Burundi. Et peut-être essayer de voir si le Burundi aujourd'hui, dans sa souveraineté, ne peut pas trouver une solution interne à sa crise. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Patrick Christian. D'abord, on va poursuivre avec le Burkina Faso où dans quelques heures certainement Jean-Marc Christian Kaboré sera investi comme président de la République. Alors, une élection qui s'est très bien déroulée, même si quelque part vous avez parlé d'un peu de cosmétique pour dire que ce n'était pas assez démocratique, entre guillemets. Mais je pense quand même que c'est un exemple pour beaucoup de pays. Une élection qui se déroule en moins de 48 heures, on a les résultats, c'est quand même assez rare en Afrique. Mais déjà demain, il prendra les rênes du pays, après bien évidemment 27 ans de pouvoir sans partage de Blaise Compaoré qui est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt international. Alors comment entrevoyez-vous cette nouvelle mission de cet ancien Premier ministre, de cet ancien proche de Compaoré? Moi j'aime bien la chute, hein. J'aime bien la chute et ça me fait beaucoup rire ce qui se passe au Burkina Faso parce que beaucoup de gens ont parlé de la révolution au Burkina Faso, mais il n'y a pas eu de révolution du tout. Au Burkina Faso, c'est un jeu de chaises musicales. Il s'est passé tout simplement un peu de distraction au Burkina Faso. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Comme dans beaucoup de pays francophones, ce sont les jeux des cartes, tout simplement. Il y a eu une vraie révolution avec Sankara. Lorsque Sankara a donné, après 1000 coups d'État au Burkina Faso, un autre ton à ce pays. Sankara a permis aux Africains de voir qu'ils pouvaient développer leur continent avec des ressources africaines, avec un autre esprit. Eh bien, cet élan a été cassé par Mitterrand quelques années après, parce que Sankara lui a fait un tournée lorsqu'il était de passage à Ouagadougou, etc. Et suivait toutes les déclarations de Sankara. Aujourd'hui, on nous dit on va poursuivre Compaoré parce qu'il aurait tué Sankara. Mais qui a tué Sankara? Tout le monde sait qui a tué Sankara. Il faut plutôt aller chercher du côté d'Abidjan, aller chercher peut-être du côté de Paris. Est-ce que le cadavre qui est dans la tombe, est-ce que c'est celui de Sankara? Je ne pense pas. Donc, Marc Kaboré, enfin, Roch Marc Kaboré, est-ce qu'il est président vierge, élu, etc. 30 ans de vie commune avec Compaoré. Celui qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est seulement hier seulement, qu'il était devenu opposant. Non, sincèrement, ce n'est pas du tout ça la démocratie qu'on veut. L'alternance, ce n'est pas ça du tout. Même en Égypte, il y a eu mieux en Égypte. Ce qui s'est passé au Burkina, on a leurré la population. La société civile qui a manifesté contre son gré, souvent, eh bien, aujourd'hui, elle est désabusée. Vous allez voir dans le gouvernement de Marc Kaboré, beaucoup d'anciens de Compaoré, qui seront ministres, qui seront ceci, qui seront cela. Et puis d'ailleurs, une indiscrétion, parce que les journées sont fines un tout petit peu. Il a passé un petit coup de fil à Compaoré pour lui demander comment il va, Marc Christian Kaboré, que je connais parce que je l'ai rencontré plus d'une fois. Non, ce qui se passe au Burkina Faso, ça nous attriste. Pourquoi? Parce que on aurait voulu que la société civile, un nouvel élan se dessine. Vous allez voir que on va faire de ce Burkina Faso un exemple, comme c'est le cas du Mali aujourd'hui, d'alternance, une fausse alternance. Et ça va donner quoi? Les Africains vont penser qu'il suffit de basculer dans l'opposition pour se déclarer vierge et devenir un homme politique neuf, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est un événement. C'est tout simplement le cheminement d'un parcours de quelqu'un qui a été très docile avec Paris. Vous savez qu'il a eu suffisamment de moyens, beaucoup de moyens d'ailleurs, pour faire une campagne à l'américaine. Tout ceci n'est pas innocent. Vous allez voir qu'il aura beaucoup d'invités qui vont venir de Paris. N'oublions pas que le Burkina Faso n'est pas dans la lignée de la Chine, parce que le Burkina, c'est Taïwan. Et vous allez voir que ça sera un peu l'îlot qui va résister à l'invasion chinoise un peu sur les continents. Et puis, on va beaucoup parler de Burkina Faso comme modèle, comme on parle du Mali aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas du tout un modèle démocratique. Comme ça se passe au Sénégal avec Macky Sall. Vous voyez ce qui se passe, chasse aux sorcières, argent sale et tout ça, c'est inquiétant. Alors, Elie Smith, les choses vont bien se passer? Ou alors, c'est un peu
des choses bien arrangées? Non, oui, c'est... Non, il y a une révolution qui a eu lieu au Burkina Faso. Je ne sais pas de quoi M. Jean-Marie Kassamba parle. Je pense qu'il le fait, je dois le lui dire, hein, parce qu'il veut casser un peu la dynamique qui se fait dans son pays pour les gens qui veulent le respect de la Constitution, qui veulent qu'on change, qui veulent l'alternance au pouvoir. Et ça s'est fait. Oui, ce n'est pas parce que tu es resté longtemps avec quelqu'un qui veut dire que tu ne peux pas avoir un autre point de vue. Peut-être il a eu le soutien de Paris, ça peut arriver, mais c'est quand même un exemple. Parce que les pays de l'Afrique francophone, comme le cas du Sénégal, c'est une démocratie. Oui, peut-être Macky Sall a eu l'argent de la Russie pour faire la campagne électorale, mais il fallait qu'on respecte la Constitution au Sénégal. Et en ce qui concerne le Burkina Faso, oui, il y aura un changement. Ça doit donner un élan. Et c'est aussi quand même une bonne chose que les gens aiment Taïwan. C'est une démocratie. La preuve, on voit ce qui se passe à Taïwan tout à l'heure. Là, il y a une campagne, 3 candidats qui sont en train de se débattre. Ce n'est pas un peu le cas de la Chine qui aide tous les pays dictatoriaux en Afrique, les pays qui violent la Constitution, les pays qui ne veulent pas respecter la Constitution. Il parlait tout à l'heure de la souveraineté des pays africains, souveraineté avec le Burundi. Un homme qui tue sa population, qui manifeste d'une manière pacifique, vous avez parlé de ça. Les manifestants pacifiques au Burundi ont été massacrés. Pacifique avec des grenades? Non, avant les grenades. Les grenades sont venues. Non, les grenades sont venues. Les grenades sont venues quand il fallait se défendre face à un autocrate, un mythomane, un homme qui ne respecte rien. Bon, en ce qui concerne le Burkina Faso, je suis content que la société civile du Burkina Faso a fait un effort. C'est un exemple à tous les pays francophones, en particulier au Cameroun, où tu as un régime qui est fait 33 ans au pouvoir, qui n'a pas envie de partir, et que nos sociétés civiles au Cameroun, au lieu de faire la concurrence avec l'opposition, doit être un apport pour aider l'opposition. Moi, je suis fier du Burkina Faso et je veux que ça se passe aussi au Cameroun aussi, qu'on change le gouvernement, qu'on ait un nouveau gouvernement, que même si c'est quelqu'un qui est du RDPC, l'essentiel c'est que on change, le changement est bon. Et s'il a passé un coup de fil à Sankara, je trouve ça c'est extraordinaire. À comparer, pardon. C'est quand même la politique, il faut quand même l'apaisement, il faut la réconciliation. Alors Patrick Christian, d'abord sans revenir sur tout ce qui est dit, c'est quand même un changement, puisque Omar Christian Kaboré avait déjà dit qu'il aura une politique qui sera diamétralement opposée à celle de Blaise Compaoré, son mentor. Vous y croyez, ou alors vous épousez l'avis de Jean-Marie Kassamba qui estime qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y aura même pas de révolution, comme annoncé? Ben écoutez, le Roger, je voudrais bien croire à cette exception, mais on a coutume de dire chez nous en Afrique qu'un manguier ne produit pas des avocats. Vous n'allez pas vous imaginer que quelqu'un qui a été moulé pendant autant de temps, même s'il peut avoir une opinion différente, mais les réflexes, ils viennent d'où? Il a été façonné sous le régime de Compaoré. Et je vois très mal Marc Christian Kaboré changer de cap. Je le vois très mal. Il va peut-être faire un habillage. Encore que la majorité de ses partisans, des têtes fortes de son parti, sont des anciens pensionnaires du parti de Compaoré, qui ont juste démissionné et finalement qui se sont retrouvés à avoir la possibilité d'être présents aux élections. Et allez voir les fiefs dans lesquels ces partisans ont eu des voix pendant les législatives. Mais c'est des fiefs potentiels du parti de Compaoré, qui lui n'avait pas la possibilité de se présenter aux élections. Donc j'ai envie de croire que nous sommes dans une configuration où, en fait, c'est Compaoré dans une autre image qui se présente au Burkinabé. Et ce coup de fil n'est pas si anodin. Attendez, n'allez pas voir dans la véhémence du discours de Marc Christian Kaboré un changement radical. On ne gouverne pas un pays avec des rêves, avec ses réalités. Et la réalité aujourd'hui voudrait qu'il y ait une bonne partie de Burkinabés qui sont encore fidèles à Compaoré. Et parmi lesquels des partisans de Marc Christian Kaboré. Il ne va pas composer son gouvernement avec, je vais dire, des Français, avec des Burkinabés. Même si derrière, on peut imaginer qu'il y a nos amis français qui jouent le jeu. Donc, mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me désole, au-delà de toutes ces questions liées au futur gouvernement. Demain, nous avons un président qui va prêter serment. Qu'il y ait eu révolution ou pas, je suis assez déçu par la transition. Elle a tout faussé, cette transition-là, au Burkina Faso. Voilà Isaac Zida, le premier ministre de cette transition, qui même à quelques heures du passage de témoins, continue à fomenter des coups, une invasion programmée, on a arrêté. Mais jusqu'où ils vont aller?
ils ne font que creuser des patates qui vont finalement céder à Roch-Marc Christian Kaboré. Mais ça n'est pas le rôle de la transition. Elle avait accompli sa mission dans d'autres circonstances. Elle est toujours en train de creuser et j'ai l'impression que même si le Burkina Faso a besoin de réconciliation, ce coup de fil-là, cet apaisement-là, ça n'est pas avec tout ce que la transition a sémé que cet apaisement va arriver d'ici au lendemain. Alors Jean-Marie Kassamba, si l'on comprend très bien Patrick Christian d'abord, c'est que Isar Zida et Michel Kafando veulent pratiquement boucler tous les dossiers ou alors régler tous les comptes avant de céder le pouvoir. Est-ce que c'est cette perception que vous avez? Non, écoutez, le problème des Zida, c'est que c'est un... Excusez-moi du terme, j'utilise le mot. C'est un traître qui n'a pas voulu faire le travail qui lui a été demandé par ses mentors, par les gens qui lui ont donné la mission. L'idée d'enlever Compaoré et de mettre quelqu'un d'autre à la place pour donner l'exemple aux pays africains que si vous résistez à la France, on peut vous changer à tout moment, ça n'a pas fonctionné avec ces militaires qui étaient de la garde républicaine, numéro 2, qui étaient censés protéger Compaoré. Il ne l'a pas fait. Ensuite, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui n'avait aucun pouvoir, le pauvre. D'ailleurs, c'est Zida qui a toujours dirigé Burkina Faso pendant la transition. Pendant la transition, ils ont voulu faire tout et son contraire. Tantôt, ils font le procès de Compaoré, tantôt, ils vont pouvoir changer la constitution, tantôt, ils vont exclure leurs anciens camarades. En fait, on ne comprenait rien de ce que Zida voulait faire. À la dernière minute, il invente un petit coup, voilà, nos anciens camarades veulent venir libérer Diendéré et Bassolé. C'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est la diabolisation des anciens, enfin, ceux qui étaient avec Compaoré. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de la démocratie, n'en déplaise à mon excellent journaliste et analyste. Je vois bien ses amis qui lui soufflent des questions et des analyses. Eh bien, on ne peut pas faire de la démocratie avec de l'exclusion. Autant Alassane Ouattara a exclu tous les anciens de Gbagbo avec une justice à double vitesse. On ne poursuit que les pro-Gbagbo. Au Sénégal, c'est la même chose. Macky Sall, c'est chasse aux sorcières de tout ce qui était pro-Ouad. Y compris à mettre celui qui était son frère de lit, Karim Ouad, en prison. Avec Karim, ils ont partagé beaucoup d'argent. Ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, la vérité lui saute à la figure. Lui-même, il a usé de l'argent sale, etc. Et on lui a même demandé les maisons qu'il a aux États-Unis, où est-ce qu'il a pu avoir l'argent pour acheter tout ça. Ça fait des ordres. Dans les cas du Burkina Faso, vous allez voir que la transition qui n'a rien fait, quasiment rien du tout, tous ces anciens qui n'avaient pas le droit de se présenter, ils vont se reconvertir dans le nouveau gouvernement. Ça, c'est de 1. De 2, le procès de Compaoré n'aura pas lieu. Ouattara ne va pas laisser Compaoré être extradé au Burkina. Et puis enfin, je le dis et je le persiste, le Burkina sera un pseudo-modèle de démocratie, d'alternance, etc. Ce qui n'est pas le cas parce que la population sera confrontée à la triste réalité. Il n'y a pas d'argent. Le pays est cassé économiquement aujourd'hui. Et vous allez voir Roch-Marc Kaboré arpenter la Banque africaine de développement, le Club de Paris, le Fonds monétaire à la recherche d'argent qu'il n'aura pas. Et les Chinois seront derrière. Alors, nous avons sorti de cette matinale de l'information avec cette enquête du Washington Post qui nous fait savoir que 961 Noirs ont été tués en 2015 aux États-Unis. Et d'ailleurs, samedi, c'était un policier de Chicago qui abattait de sang-froid un autre Noir et tuant de façon accidentelle une autre dame. Alors, Patrick Christian, d'avoir 30 secondes, est-ce à dire aujourd'hui qu'aux États-Unis, les policiers blancs ne veulent plus voir les Noirs? Mais ce serait, on va dire, la conclusion la plus évidente d'une telle démonstration comme celle que vous venez de faire. Les États-Unis, malheureusement, sont empiétrés, si ce n'est par des tornades, c'est des attentats, des attaques, et puis finalement aussi ces bavures-là. Moi, je vais sortir simplement en retournant à la question, si vous me permettez, à Elie, qui voit dans les États-Unis le pays de défense des droits de l'homme et du respect de tout. Peut-être Elie va nous expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation. Les policiers, la gâchette, facile. Oui, bon, vous savez, c'est vrai, il y a la différence entre les États-Unis et les pays dictatoriaux et qu'on ne donne pas, ils donnent quand même les chiffres. C'est vrai, il y a eu un certain nombre d'Américains noirs tués, mais les solutions sont en train d'être prises.
Parce qu'on dit par exemple maintenant, Obama a demandé que tous les policiers doivent porter une caméra pour voir les situations. Oui, c'est vrai, c'est attristant. Mais à la différence, c'est une démocratie. Je vais revenir. M. Jean-Marie Kassamba veut faire peur aux gens qui veulent l'alternance en Afrique. Mais non, on veut et ça va te faire. Donc, mais en ce qui concerne les États-Unis, c'est triste, mais ça va se résoudre. C'est un pays qui est une démocratie et ils ont toujours su résoudre les problèmes internes aux États-Unis. Alors, une situation aussi regrettable de voir des Noirs qui sont abattus comme des chiens et des bêtes sauvages. Je vois Elie très gêné. Il est dans les mauvais draps. Il ne sait pas comment défendre ce genre de situation. On nous parle beaucoup des droits de l'homme. Beaucoup des droits de l'homme. Le premier des droits de l'homme, c'est la vie. Eh bien, aux États-Unis, il suffit que tu sois noir, un policier arrive, il te tire dessus, il n'a même pas un bon procès derrière. 17 balles. Oui, ou d'autres cas. Tu n'as même pas un procès. Obama lui-même a regretté. Il s'est même reconnu dans ces jeunes gens. Il a dit, un de mes fils pouvait être ces jeunes gens qu'on a tués. Et le maire de New York, les policiers lui ont tourné le dos lorsque le maire qui a épousé une noire, il faut le rappeler, a dit, c'est pas possible qu'on puisse tuer des gens comme ça en pleine ville. Et quand il parle de la démocratie c'est l'expression. Ces jeunes gens qu'on tue ou ces noirs qu'on tue, ils s'expriment. En fait, c'est la continuité de l'apartheid, un peu, je dirais, cette politique que Martin Luther King avait dénoncée depuis des années. Ma foi, il faut vivre avec, c'est tout. Merci, monsieur, d'être venu donc ce matin pour échanger avec nous sur ces quelques questions d'actualité. Merci à notre invité spécial, Jean-Marie Kassamba, président directeur général de Télé 50, c'est la République démocratique du Congo. Merci d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce programme. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.